Une salle d'audience remplie de journalistes. Un PDG puissant perd le contrôle et frappe sa femme enceinte juste devant la juge. Mais au moment où sa main la touche, tout change. Car cette juge n'est pas n'importe qui. C'est la mère de la victime, et elle est sur le point de réduire son empire en cendres. Ce qui suit est une histoire d'orgueil, de chute et de la force implacable de la vérité. Vous ne croirez pas jusqu'où la justice peut aller avant que nous plongions dans cette histoire. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez, et laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. La salle d'audience était si silencieuse que même le froissement des papiers semblait résonner. La lumière filtrait à travers les hautes fenêtres, capturant la poussière dans l'air comme une neige lente. Des caméras étaient alignées au dernier rang, leurs voyants rouges clignotant, prêts à diffuser ce que tout le monde pensait être une audience ordinaire de divorce. Mais rien dans cette matinée n'était ordinaire. Ethan Grayson, PDG élégant de Grayson Holdings, était assis à la table du plaignant. Son costume bleu marine était impeccable, sa cravate parfaitement centrée, tout en lui respirait le contrôle. À ses côtés, son avocat lui chuchotait quelques mots, mais Ethan écoutait à peine. Ses yeux étaient fixés sur la femme assise en face. Clara était assise calmement à la table de la défense. Ses longs cheveux bruns étaient attachés en une tresse lâche. Son visage était pâle, mais déterminé. Une main reposait sur son ventre arrondi, comme pour le protéger. L'autre serrait un mouchoir plié. Elle évitait le regard d'Ethan. Les bleus sous sa manche, discrets mais visibles, racontaient une histoire que les mots n'avaient pas encore osé dire. Les journalistes chuchotaient. La juge n'était pas encore entrée, mais l'attente emplissait l'air. L'affaire attirait l'attention non seulement à cause de la richesse en jeu, mais aussi à cause des rumeurs qui l'entouraient. Des histoires de contrôle, de menaces et de disparitions soudaines dans les registres de l'entreprise avaient fait la une pendant des semaines. Tout le monde attendait maintenant la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. Derrière les tours de verre étincelantes de Grayson Holdings, quelque chose de pourri se cachait. Une porte s'ouvrit derrière le banc. Tous levez-vous. Chaque personne dans la salle se mit debout. Le bruit des chaises raclant le sol résonna dans la salle de marbre. Le souffle de Clara se bloqua. La juge entra avec une précision tranquille, sa toge flottant comme une vague de soie noire. Ses cheveux argentés étaient soigneusement attachés à la nuque. Pour les spectateurs, elle n'était que la juge Margaret Hill, connue dans tout l'État pour sa droiture et son courage. Mais pour Clara, elle représentait bien plus. C'était la mère qui lui avait appris que la vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. Ethan ne remarqua pas la tension. Il ajusta ses boutons de manchette, un léger sourire au coin des lèvres. « Finissons-en rapidement », murmura-t-il à son avocat. L'audience commença par les formalités. Les voix montaient et descendaient. Les avocats échangeaient des documents, mais sous la surface, quelque chose de dangereux se préparait. L'avocat de Clara interrogea sur les transferts financiers de l'entreprise, soulignant les fonds déplacés des comptes communs vers les comptes privés d'Ethan. Le calme d'Ethan commença à se fissurer. « C'est une affaire interne à l'entreprise », répliqua-t-il sèchement. « Cela ne la concerne pas. » La voix de la juge Hill resta calme mais glaciale. « Monsieur Grayson, vous aurez le temps de répondre. » Laissez l'avocat terminer. Son ton imposait le respect, et un instant, Ethan hésita. Mais son orgueil prit le dessus. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame la juge, ma femme ne comprend pas le monde dans lequel je vis. Elle ne l'a jamais compris. Elle est émotive, irrationnelle. » Un murmure parcourut la salle. Les caméras crépitèrent. Clara ferma les yeux un instant, essayant de rester calme. Elle s'était promis de ne pas pleurer. Pas aujourd'hui. Son avocat demanda. « Madame Grayson, pourriez-vous décrire ce qui s'est passé dans la nuit du 14 août ?» Les lèvres de Clara tremblaient légèrement. Il s'est mis en colère. J'ai posé une question sur les fonds disparus. Il m'a traité d'ingrate. J'ai voulu partir, mais il m'a attrapé par le bras. Et là, mensonge, hurla Ethan, sa voix coupant la sienne. Elle ment. Le maillet de la juge frappa le bloc, sec et final. Monsieur Grayson, maîtrisez-vous. Mais il ne le fit pas.
Sa respiration devint haletante, ses jointures blanchirent sur la table. « Tu essaies de me détruire », lança-t-il en fixant Clara. « Tu fais ça depuis le début. Tu joues la victime, tu inventes des histoires. » Clara voulut répondre, mais avant qu'elle ne puisse parler, Ethan se leva brusquement. La chaise grinça violemment. Des exclamations traversèrent la salle. « Asseyez-vous, monsieur Grayson » ordonna la juge Hill. « Il l'ignore. Tu crois pouvoir me prendre mon entreprise, ma réputation, ma vie ?» Sa voix montait à chaque mot. « Tu crois pouvoir partir et me faire passer pour un monstre ?» Il s'approcha de la table de Clara. Les agents de sécurité commencèrent à bouger, mais trop lentement. En un geste rapide, incontrôlé, brûlant de rage, la main d'Ethan s'abattit sur le visage de Clara. Le bruit fut assourdissant. Une gifle, sèche comme un coup de tonnerre, résonna sur les murs. Des papiers tombèrent au sol. Clara chancela, la main sur la joue. Son avocat cria « Vous êtes fous !» Les journalistes haltèrent, les caméras crépitèrent, et la salle d'audience plongea dans le chaos. Les gens criaient, d'autres restaient figés. Certains tentaient de retenir Ethan. « Ne me touchez pas !» hurla-t-il. « Elle le mérite, elle ment depuis le début. » La main de Clara trembla tandis qu'elle se redressait. La marque rouge sur sa joue s'intensifia. Des larmes montèrent mais ne coulèrent pas. Sa respiration était saccadée, mais ses yeux, calmes et fermes, trouvèrent ceux de sa mère. La juge Hill se leva lentement. Ce seul mouvement suffit à faire taire toute la salle. L'autorité dans sa posture, la colère glacée dans son regard, figèrent même les agents. « Monsieur Grayson, » dit-elle d'une voix basse mais puissante, « vous venez de commettre un acte de violence dans ma salle d'audience. » Ethan s'efficha. Ce n'est qu'à ce moment qu'il la reconnut vraiment, qu'il vit son visage sous la toge. « Vous, » murmura-t-il, comprenant enfin, « vous êtes sa mère ?» L'expression de Margaret Hill ne changea pas. « Oui, et vous venez d'agresser ma fille, devant la cour, devant des témoins, sous l'œil de la loi. » La salle entière retint son souffle. Le voyant rouge d'une des caméras de sécurité clignotait toujours, enregistrant tout, la peur, la colère, le moment où l'empire d'un homme commença à s'effondrer à cause d'une seule gifle. Clara resta silencieuse, une main toujours posée sur sa joue. La voix de sa mère fendit l'air comme une lame. « Huissier, » dit la juge Hill, sans détourner le regard d'Ethan. « Arrêtez M. Grayson pour outrage au tribunal et pour agression. » Le bruit des pas résonna, les menottes claquèrent, et tandis qu'Ethan était emmené, marmonnant encore son incrédulité, la juge Hill se tourna vers sa fille. Son visage s'adoucit, juste assez pour que Clara y voie la mère derrière la magistrate. La salle d'audience, autrefois pleine de bruit, baignait désormais dans un silence sacré, un silence qui marquait la fin de la peur et le début de la vérité. Puis, d'une voix douce, la juge Hill parla à nouveau. L'audience est suspendue, mais personne ne bougea, personne ne parla. Tous les regards restaient fixés sur la femme qui venait de se lever, non seulement comme une juge, mais comme une mère, comme la justice elle-même prenant forme humaine. Le bruit du maillet résonnait encore longtemps après que la juge Hill eut quitté le banc. La salle d'audience était figée, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Un mouchoir tomba du carnet d'un journaliste et flotta jusqu'au sol, la seule chose osant bouger dans l'air lourd. Clara resta immobile. Sa joue la brûlait encore là où la main d'Ethan l'avait frappée. La marque s'assombrissait déjà, rappel cruel de ce qui venait de se passer. Elle la toucha doucement, à moitié incrédule, à moitié honteuse. Autour d'elle, les murmures sifflaient comme des serpents. « Tu as vu ça ?» murmura quelqu'un. « Il l'a vraiment frappée, devant la juge. » Une autre voix répondit « C'est sa mère, n'est-ce pas? La juge et sa mère. » Les mots se propagèrent dans les rangs. Les téléphones s'allumèrent, des doigts tapant frénétiquement ce qu'ils venaient de voir. En quelques minutes, l'histoire vivait déjà au-delà des murs du tribunal. Les écrans s'illuminaient à travers la ville avec des titres et des mises à jour en direct. Mais à l'intérieur de la salle, Clara n'y prêta presque pas attention. Son cœur battait dans ses oreilles, plus vite que son souffle ne pouvait suivre. Elle sentait encore le parfum d'Ethan, âcre et lourd dans l'air. Sa main trembla lorsqu'elle tenta d'attraper un verre d'eau, mais son avocat,
Un homme au visage bienveillant nommé Richard le saisit avant elle. « Ne bougez pas, dit-il doucement. Respirez simplement. » Clara le regarda, les yeux embués de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Il l'a fait, » murmura-t-elle. « Devant tout le monde. »« Je sais, » répondit Richard d'une voix ferme. « Et c'est ce qui va te sauver maintenant. Il n'y a plus moyen de le nier. Les caméras ont tout enregistré. » À la mention des caméras, elle tourna la tête vers le fond de la salle. 2 agents de sécurité parlaient à un technicien qui extrayait déjà les images de la bande principale. Une lumière rouge clignotait sur l'enregistreur. Elle n'avait jamais cessé de clignoter. Chaque seconde, chaque geste cruel, chaque mot avait été préservé. Dans un coin, l'avocat d'Étang discutait avec agitation avec un adjoint du shérif. « Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il est le plaignant dans une affaire civile. Il traverse un stress émotionnel immense. Vous ne pouvez pas. » L'adjoint leva la main pour le faire taire. Il a frappé une femme. Dans le tribunal, devant une juge. Nous le pouvons. Le visage de l'avocat pâlit. Il se tourna vers Ethan, assis menotté dans un coin, les yeux fus et perdus. Pour une fois, il n'y avait plus d'arrogance en lui, plus de confiance, seulement de l'incrédulité. Il marmonnait pour lui-même, répétant les mêmes mots, encore et encore. « Elle m'a détruit, elle m'a détruit. » Le regard de Clara se posa un instant sur lui, sans s'attarder. Elle avait passé trop d'années à scruter ce visage, à y chercher de la bonté. Maintenant, elle ne voyait qu'un étranger. Un étranger qui lui avait fait croire que l'amour signifiait le contrôle, que le silence signifiait la loyauté. Sa mère revint quelques minutes plus tard, sans sa toge, vêtue d'un simple chemisier gris. Sans le tissu noir de l'autorité, elle paraissait plus petite, mais aussi plus forte, plus humaine. Le huissier se redressa aussitôt. « Juge Hill, dit-il doucement, nous avons évacué la presse du couloir. Souhaitez-vous une salle privée pour votre fille ?» Elle acquiesça. « Oui, veuillez l'y conduire. » L'aile. Clara voulut protester, dire qu'elle allait bien, mais lorsqu'elle essaya de se lever, ses genoux cédèrent légèrement. Le huissier lui saisit le bras avant qu'elle ne tombe. L'humiliation fut profonde, plus coupante encore que la douleur sur sa joue. Elle détestait se sentir faible. « Je peux marcher, » dit-elle entre ses dents serrées. « Je sais que tu peux, » répondit calmement sa mère. « Mais tu n'as pas besoin de le faire maintenant. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Pas de manière douloureuse, mais comme un nœud qui se défait enfin. Pendant des années, elle avait porté le poids de devoir prouver qu'elle allait bien, qu'elle pouvait survivre à tout. Maintenant, pour la première fois, quelqu'un lui disait qu'elle n'avait pas à le faire. On la conduisit à travers un couloir étroit jusqu'à une salle privée. La porte lourde se referma derrière elle, étouffant le bruit extérieur. Dans la petite pièce, la lumière du soleil entrait par une fenêtre haute. L'air sentait la cire et le papier. Sa mère lui désigna une chaise. « Assieds-toi, » dit-elle doucement. Clara obéit. Sa mère s'agenouilla devant elle, repoussant doucement ses cheveux de son visage. Les mêmes mains qui, autrefois, lui avaient noué les lacets et tenu après les cauchemars tremblaient légèrement. « Clara, » dit-elle, la voix brisée pour la première fois de la journée. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Clara regarda le sol. Ses doigts tordaient le bord de sa manche. « Parce que je pensais pouvoir arranger les choses, parce qu'il disait que ça ruinerait sa réputation si quelqu'un apprenait la vérité. » Margaret inspira lentement pour se calmer. « Il a failli te détruire, et détruire notre petit enfant. » Les yeux de Clara se remplirent à nouveau. « Je ne voulais pas être ton échec. » Ces mots frappèrent plus fort qu'une gifle. La maîtrise de Margaret se brisa. Elle s'assit à côté de sa fille et la serra dans ses bras. « Tu n'es pas un échec, » dit-elle avec force. « Tu es la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Tu es la raison pour laquelle je me bats pour la vérité. » Pendant un long moment, aucune des deux ne parla. Le léger bourdonnement de la ventilation était le seul son entre elles. Dehors, les journalistes criaient des questions. Les obturateurs des caméras claquaient en rafales. À l'intérieur, il n'y avait que le battement régulier du cœur d'une mère apaisant celui de sa fille. Quand elles se séparèrent enfin, Margaret essuya rapidement ses larmes et reprit un ton professionnel. « La police va déposer des accusations d'agression. Richard restera avec toi pour la première déposition.
Je me récuserai de l'affaire, bien sûr. Mais cette fois, Clara, laisse la loi te protéger. Clara hocha la tête. Je le ferai. Sa voix était plus assurée maintenant, même si son corps tremblait encore. Elle sentit l'enfant bouger en elle, un petit mouvement rassurant. La vie continuait, même après le chaos. On frappa à la porte. C'était Richard, tenant un dossier. La presse attend dehors, dit-il prudemment. Nous pouvons passer par la sortie arrière si tu veux de la discrétion. Ou nous pouvons faire une déclaration. C'est ton choix. Clara leva les yeux vers sa mère, puis vers Richard. Son esprit s'emballa. Pendant des années, Ethan avait contrôlé chaque récit. Chaque rumeur menaçante était étouffée par l'argent ou la manipulation. Mais maintenant, avec les caméras, la vérité avait une voix plus forte que la sienne. « Je ferai une déclaration », dit-elle doucement. « Mais pas aujourd'hui. » Sa mère esquissa un léger sourire. « Bien, quand tu seras prête, la vérité t'attendra déjà. » Dehors, le vacarme augmentait. Les flashs de la presse traversaient le verre dépoli comme des éclairs. Clara inspira profondément. Elle n'était pas encore prête à affronter le monde, mais pour la première fois, elle croyait qu'elle le pourrait. Richard ouvrit la porte, traçant un passage dans le couloir. Margaret suivait de près, sa présence à la fois protectrice et inflexible. Lorsqu'elles entrèrent dans la lumière éclatante du hall du tribunal, toutes les caméras se tournèrent vers elles. Pendant des années, Clara avait marché aux côtés d'Ethan, l'épouse silencieuse d'un homme puissant. Maintenant, elle marchait seule, la marque sur sa joue bien visible. Mais ce n'était plus un symbole de honte, c'était une preuve, c'était la vérité. Et la vérité, comprit-elle, était la seule chose plus forte que la peur. Le lendemain matin, la ville se réveilla avec des gros titres qui s'étalaient sur tous les écrans et dans tous les journaux. Un PDG frappe sa femme enceinte au tribunal. La fille de la juge agressée pendant l'audience. Les images de la salle d'audience étaient devenues virales pendant la nuit. Chaque chaîne les diffusait en boucle, image par image, ralentissant l'instant où la main d'Ethan Grayson frappait sa femme. La colère publique fut immédiate. Les émissions de débat en parlaient, les réseaux sociaux s'enflammaient, les hashtags se multipliaient. Les journalistes campaient devant le tribunal et devant le siège de Grayson Holdings. Pendant des années, Ethan avait incarné le succès des affaires. À présent, il était devenu un scandale vivant. Dans son pantouse, Ethan fixait la télévision en sourdine. La vidéo passait sans le son, mais il n'avait pas besoin d'entendre pour se rappeler le cri du public, le claquement brutal qui avait résonné dans la salle, le moment où son image s'était brisée. Son reflet dans l'écran noir derrière la diffusion semblait plus vieux, plus maigre, désespéré. Son avocat, Dean Miller, se tenait près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille. « Je comprends », dit Dean d'un ton ferme, « mais M. Grayson n'a pas encore été inculpé. C'est un malentendu, un conflit familial exagéré. » Il fit une pause pour écouter. « Oui, je lui dirai. Je vous rappelle. » Il raccrocha et se tourna vers Ethan. C'était le conseil d'administration. Ils organisent une réunion d'urgence à midi. Ils veulent que vous présentiez des excuses publiques. Ethan ricana. Des excuses pourquoi? Pour m'être défendu? Dean pinça l'arête de son nez. Pour avoir frappé votre femme enceinte devant une juge qui se trouve être sa mère. Vous devez comprendre à quel point c'est grave. Ethan se leva du canapé et se mit à arpenter le sol de marbre. Ils ne connaissent pas toute l'histoire. Clara m'a provoqué. Elle essaie de me détruire depuis des mois. Elle est instable, émotive. Elle nourrit la presse de mensonges. Dean soupira. Vous devez arrêter de parler comme ça. Le monde a vu ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas manipuler cette vidéo. Ethan se retourna brusquement. Vous croyez la connaître? Mais non. Elle est manipulatrice. Elle joue toujours la victime. Elle savait que les caméras étaient braquées sur elle. Elle voulait que cela arrive. Dean garda le silence, laissant l'homme s'enfoncer dans sa propre panique. Il avait vu des hommes puissants s'effondrer auparavant, mais celui-ci était différent. Ethan n'était pas seulement en colère, il était terrorisé, terrifié à l'idée de perdre le contrôle, de perdre l'empire qu'il avait bâti sur le charme et la domination. Ethan s'arrêta devant la baie vitrée, regardant la ligne d'horizon. « Vous ne comprenez pas, je l'ai façonnée. Quand nous nous sommes rencontrés,
Elle n'était personne. Une simple étudiante diplômée, sans nom, sans influence. Je lui ai tout donné. La maison, le style de vie, l'image de l'entreprise. Et voilà comment elle me remercie. Dean Hishito. Ethan, c'est la fille de la juge Hill. Elle n'était pas vraiment personne. Ethan se retourna, la mâchoire crispée. Elle ne me l'a pas dit quand on s'est connus. Je n'ai découvert qui était sa mère que des années plus tard. Elle me l'a caché. Elle m'a piégé. Dean le regarda attentivement. En êtes-vous sûr? Ethan fronça les sourcils. La question resta suspendue dans l'air plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. En vérité, il ne se souvenait plus du moment exact où il avait appris l'identité de la mère de Clara. Peut être qu'elle le lui avait dit, peut être qu'il n'avait simplement pas écouté. À l'époque, il croyait que rien ni personne ne pouvait le toucher. La sonnette retentit. Une domestique alla ouvrir et revint quelques instants plus tard, accompagnée de 2 policiers en uniforme. « Monsieur Grayson », dit poliment l'un d'eux, « nous sommes ici pour vous remettre une ordonnance restrictive déposée au nom de Madame Clara Grayson. Vous n'avez plus le droit d'entrer en contact avec elle, ni en personne, ni par téléphone, et ce à compter de maintenant. » Ethan éclata de rire, incrédule. « Une ordonnance restrictive ? Contre son propre mari? » « Oui, monsieur, » répondit l'agent, « signé ce matin par la juge Margaret Hill. » Le rire mourut dans sa gorge, sa main tressaillit, mais il la força à rester immobile. « Très bien, qu'elle se cache derrière la robe de sa mère. Ce n'est pas fini. » Après le départ des agents, Dean parla doucement. « C'est fini, Ethan, à moins que vous ne commenciez à comprendre l'ampleur des dégâts. » Ethan l'ignora et saisit son téléphone. « Je vais régler ça moi-même. » Il lança une diffusion en direct. L'écran s'illumina aussitôt avec des milliers de spectateurs. Son équipe de communication lui avait interdit de le faire, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il devait reprendre le contrôle du récit. Il ajusta sa cravate, prit un air calme et commença. « Bonjour à tous. Je sais que vous avez vu la vidéo, et je veux rétablir la vérité. Ce qui s'est passé au tribunal est mal interprété. Ma femme traverse une période émotionnellement difficile pendant sa grossesse et j'ai réagi de la mauvaise manière. J'aime ma famille. Je ne ferai jamais de mal intentionnellement à Clara ou à notre enfant. » Dean le regarda, horrifié. Ethan continua, s'enfonçant un peu plus à chaque phrase. « Elle est sous pression, » ajouta-t-il la voix plus assurée. « Elle est influencée par des gens autour d'elle, y compris sa mère. On l'a retournée contre moi, pour des raisons que je ne peux pas dévoiler publiquement. » En quelques secondes, la section des commentaires explosa. Il blâme une femme enceinte, il la manipule en direct. C'est fini pour lui. La diffusion se termina au bout de 5 minutes, mais le mal était déjà fait. Les extraits furent repartagés partout. Les propos d'Ethan devinrent une nouvelle preuve de son arrogance et de son déni. Dean se massa le front. « C'était la pire chose que vous pouviez faire. » Ethan abattit le téléphone sur la table. « Vous ne comprenez pas. Le public oublie. Il oublie toujours. Je dois juste leur rappeler qui je suis. » La voix de Dean se fit glaciale. « Ils savent déjà qui vous êtes. C'est bien là le problème. » Quelques heures plus tard, Ethan arriva à la réunion du conseil. La longue table en acajou brillait sous les lumières. Les administrateurs, autrefois empressés de lui plaire, évitaient maintenant son regard. Sa place à la tête de la table restait vide. Le président prit la parole. « Monsieur Grayson, nous avons visionné la vidéo et votre déclaration. L'entreprise ne peut pas survivre à ce genre de publicité. À compter de maintenant, vous êtes suspendu de toutes vos fonctions exécutives en attendant une enquête. » La bouche d'Ethan s'assécha. « Vous ne pouvez pas me faire ça, c'est mon entreprise. » « C'était votre entreprise, » répondit calmement le président, « jusqu'à ce que vos actes la mettent en danger. » La réunion se termina sans applaudissements, sans débat, sans compassion. Ethan sortit dans un couloir rempli de caméras. Les journalistes crièrent son nom, leur voix se mêlant en un rugissement implacable. « Monsieur Grayson, avez-vous vraiment frappé votre femme? Est-il vrai que la juge Hill a signé l'ordonnance elle-même? Démissionnez-vous définitivement ?» Il ne répondit pas. Pour une fois, il n'avait plus de mots à manipuler, plus de charme à déployer. Les micros le suivirent jusqu'à la fermeture des portes de l'ascenseur. Pendant la descente,
Les parois miroirs reflétaient ses yeux vides. Il tenta de se convaincre que ce n'était pas sa faute, que Clara l'avait piégé, provoqué, mais même son reflet ne croyait plus à ce mensonge. Bien plus haut, au 12e étage du tribunal, Clara était assise dans une salle d'attente avec sa mère et son avocat, donnant sa déposition aux autorités. Sa voix était stable à présent. Pour chaque mot qu'Ethan utilisait pour justifier sa violence, elle donnait à la vérité une forme et un poids. Et cette fois, c'était son histoire à lui qui s'effondrait. Le deuxième après-midi après l'audience, le monde était encore sous le choc. Tous les grands médias diffusaient en boucle la même séquence de la gifle d'Ethan. L'image était devenue emblématique, figée dans le temps. La main d'un homme puissant levée, une femme enceinte se protégeant instinctivement, et la stupeur qui avait traversé la salle d'audience. Mais à l'intérieur du tribunal, cet après-midi-là, une autre tempête se préparait. Le bureau du procureur s'apprêtait à déposer des charges officielles contre Ethan Grayson pour agression et outrage au tribunal. Les officiers qui l'avaient arrêté pendant l'audience avaient tout consigné. Même les huissiers avaient donné leur déposition. Il n'y avait aucun moyen d'échapper aux preuves. Clara était assise calmement dans une salle de réunion, entourée de son avocat Richard et de quelques enquêteurs. Sa mère, la juge Margaret Hill, ne pouvait pas participer au processus judiciaire en raison du conflit d'intérêts familial, mais elle attendait dans le couloir. La loi exigeait la distance, mais le lien du sang refusait de s'y plier. L'un des enquêteurs referma son dossier. « Madame Grayson, merci, nous allons nous charger du reste. Vous avez fait ce qu'il fallait. » Là, Clara hocha poliment la tête. Ses mains étaient serrées sur ses genoux. Elle ne se sentait pas victorieuse, juste vide. Lorsque la réunion prit fin, elle sortit dans le couloir. Le sol en marbre reflétait la lumière de l'après-midi, faisant scintiller l'air. Sa mère se tenait près de la fenêtre, parlant doucement à un huissier. Quand leurs regards se croisèrent, Clara sentit à nouveau la force lui manquer. La voix de Margaret s'adoucit. « Tu t'es bien exprimé, tu as gardé ton calme. »« Wait !» Clara acquiesça. « On dirait que ce n'est pas suffisant. » Margaret posa une main sur son épaule. La justice ne se construit pas en un instant. Elle se bâtit morceau par morceau, et pour l'instant, la vérité parle plus fort que ses mensonges. Avant que Clara ne puisse répondre, des cris résonnèrent à l'autre bout du couloir. Les journalistes avaient trouvé l'entrée latérale et les agents de sécurité se précipitèrent pour les bloquer. Les flashs éclataient. Les voix se mêlaient. « Madame Grayson, comptez-vous porter d'autres accusations? Est-il vrai que votre mère a signé l'ordonnance elle-même? Regrettez-vous d'avoir épousé Ethan Grayson ?» Richard se plaça aussitôt entre elle et la foule. « Aucune question, s'il vous plaît. Madame Grayson ne fera pas de déclaration aujourd'hui. » Mais au milieu du tumulte, une autre voix s'éleva, ferme et autoritaire. « Reculez, s'il vous plaît, cette zone est interdite. » Clara tourna la tête et se figea. Un homme grand, vêtu d'un uniforme bleu foncé, s'avançait vers eux. Sa seule présence imposait le silence. La foule s'écarta d'elle-même. Sa posture était droite, son regard assuré. L'insigne doré sur sa poitrine reflétait la lumière. « Capitaine James Whitman, police métropolitaine », se présenta-t-il aux officiers du tribunal. « Je suis ici pour parler à la juge Hill au sujet des preuves. » Margaret s'avança, retrouvant instantanément son calme professionnel. « Capitaine Whitman, merci d'être venu. » Le capitaine hocha respectueusement la tête. « Madame », son regard se posa ensuite sur Clara, sa voix s'adoucit légèrement. « Madame Grayson, j'ai examiné les enregistrements de la salle d'audience. Ils sont clairs, non modifiés, horodatés. Nous traitons cette affaire comme une procédure directe. » Clara déglutit. « Donc il ne pourra pas manipuler les preuves? »« Aucune chance, » répondit Whitman fermement. « Et ce n'est pas tout. Les vidéos de sécurité montrent qu'il avait déjà reçu 2 avertissements pour se calmer avant l'agression. Cela renforce la thèse de l'intention. » Margaret expira lentement. « C'est important. » Whitman acquiesça. « Oui, mais il y a autre chose. » Son équipe juridique tente déjà de bloquer certaines séquences en invoquant une atteinte à la vie privée. Les lèvres de Margaret se crispèrent. « Typique !»
Macaulay. Heureusement, poursuivit Whitman, les images ont été sauvegardées automatiquement sur le serveur du tribunal. Il est impossible de les effacer maintenant. Pour la première fois depuis 2 jours, Clara sentit une vague de soulagement. L'image de la main d'Ethan, levée en colère, la hantait chaque fois qu'elle fermait les yeux. Savoir que cette même image deviendrait sa chute lui donna le sentiment que la justice commençait enfin à respirer. Les journalistes continuaient de crier derrière les portes. Whitman se tourna vers les huissiers. « Dégagez le couloir. Aucun journaliste non autorisé ne doit rester ici. »« Oui, monsieur », répondit aussitôt l'un d'eux. En quelques minutes, le couloir se vida. Le silence qui suivit parut presque irréel. Margaret désigna un banc près de la fenêtre. « Asseyez-vous un instant, tous les deux. Nous devons prendre une décision. » Clara hésita. « Quelle décision ?» Sa mère la regarda, calme mais ferme. « Décider si tu veux régler cette affaire discrètement ou engager des poursuites complètes devant un tribunal public. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Vous voulez dire un autre procès ?» Margaret hocha la tête. « Oui, un procès pénal. Cela ne s'arrêtera pas simplement avec sa suspension ou sa honte publique. Cela pourrait se terminer par une peine de prison. » Les pensées de Clara tourbillonnaient. Elle imagina les gros titres, les interviews, les questions sans fin, mais elle se rappela aussi le bruit de la gifle, la brûlure sur sa peau et la peur dans le battement fragile du cœur de son enfant ce jour-là. « Je ne veux pas de vengeance, » dit-elle doucement. « Je veux juste que ça s'arrête. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. » La voix de Whitman resta posée. « Alors laissez la loi le lui faire comprendre. Nous veillerons à ce que chaque seconde de cette vidéo soit présentée au jury. » Alors qu'il parlait, les portes au bout du couloir s'ouvrirent brusquement. Ethan Grayson apparut, entouré de son avocat et de 2 agents de sécurité. Son costume était froissé, ses yeux injectés de sang. Le PDG sûr de lui avait disparu. Ce qui se tenait là n'était plus qu'un homme détruit par son propre orgueil. Lorsqu'il aperçut Clara, il s'arrêta. Les gardes voulurent le pousser à avancer, mais il les ignora. « Clara, dit-il d'une voix basse et suppliante, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il te monte contre moi. Tu fais une erreur. » Riffen. Clara se leva lentement. Richard voulut s'interposer, mais elle posa une main sur son bras. « Ce n'est rien, » dit-elle calmement. Sa voix traversa le couloir, douce mais ferme. « La seule erreur que j'ai faite, c'est de croire que tu pouvais changer. » Zanjen. L'expression d'Ethan oscilla entre la colère et l'incrédulité. « Tu ne peux pas me faire ça. Tu sais qui je suis. » Avant qu'elle ne réponde, le capitaine Whitman s'avança, la voix calme mais tranchante. « Oui, monsieur Grayson, nous savons tous qui vous êtes, et nous savons aussi ce que vous avez fait. » Un long silence tomba. Le poids des mots de Whitman emplit le couloir. L'avocat d'Ethan tira sur sa manche, murmurant qu'il valait mieux partir avant d'aggraver la situation. Ethan finit par se retourner, raide, la voix tremblante de rage. « Ce n'est pas fini, murmura-t-il. » Les yeux de Whitman se plissèrent. « C'est déjà fini. » Alors qu'Ethan disparaissait au bout du couloir, Clara se rassit, son pouls ralentit, sa mère prit doucement sa main. « Cet homme, » dit Margaret en regardant vers le capitaine Whitman, vient de devenir notre meilleur allié. Clara leva les yeux vers lui. Le capitaine hocha légèrement la tête. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était être plus seule dans ce combat. Dehors, les sirènes retentissaient dans la rue, mais à l'intérieur, l'écho de l'autorité, ferme, calme et juste, commençait déjà à rétablir l'ordre. Le lendemain matin se leva gris et froid. La pluie glissait sur les hautes fenêtres du tribunal, transformant la ville en un flou de verre et de reflets. Dans l'une des salles de conférence, Clara était assise face à son avocat, Richard, examinant les documents pour l'audience à venir. Ses mains restaient stables, mais son esprit bouillonnait. Chaque heure apportait de nouveaux titres, de nouvelles spéculations et de nouvelles menaces. Richard fit glisser un dossier vers elle. Voici les dépositions des témoins. 3 journalistes, 2 greffiers et un huissier. Tous ont confirmé ce qui s'est passé. Clara tourna lentement les pages. Les mots étaient précis, professionnels, mais chaque phrase résonnait encore du souvenir humiliant qu'elle avait vécu.
Tu crois qu'il viendra aujourd'hui? Demanda T.L. à voix basse. Il le doit, répondit Richard. Sa libération sous caution exige sa présence. Un coup frappé à la porte les fit sursauter. Le capitaine Whitman entra, son uniforme encore mouillé par la pluie. Il hocha légèrement la tête. Il est là, arrivé il y a 10 minutes avec son avocat. Les journalistes bloquent l'entrée, donc la sécurité est renforcée. L'estomac de Clara se contracta. Il va essayer de faire un scandale. Le regard de Whitman croisa le sien. Alors, ce sera le dernier. Dans une autre aile du tribunal, Ethan Grayson faisait déjà les 100 pas devant la salle d'audience. Son avocat, Dean Miller, le suivait nerveusement. Le costume d'Ethan était impeccable, sa coiffure soignée, mais une nervosité palpable perçait sous la façade. Il ne cessait de jeter des coups d'œil vers les caméras alignées le long du couloir. « Il me filme encore », marmonna-t-il. « Je devrais dire quelque chose, expliquer ce qui s'est vraiment passé. » Dean se plaça devant lui. « Hors de question, plus un mot. Chaque phrase que vous prononcez devient une preuve. » La mâchoire d'Ethan se crispa. « Il me présente comme un monstre. Tu sais ce que ça fait à mon entreprise? À ma réputation? L'entreprise vous a suspendu, » rappela calmement Dean. « Vous n'avez plus de réputation à défendre. » La main d'Ethan se serra. « Cette femme et sa mère ont planifié tout ça. Elles me détruisent volontairement. Elles pensent pouvoir m'humilier devant le monde entier. Mais je vais arranger ça. Je vais reprendre le contrôle. » Dean eut un regard inquiet. « Ne dites pas ça ici. Il y a des caméras partout. » Walling. Ethan esquissa un sourire amer. « Tant mieux. Qu'il regarde. » Quand les portes de la salle s'ouvrirent, il entra d'un pas assuré, comme un acteur montant sur scène. Les journalistes murmurèrent lorsqu'il prit place. De l'autre côté, Clara était assise près de son avocat, calme mais distante. Son visage, sans maquillage, montrait encore la trace, à peine estompée, de sa main. Elle ne sia pas en le voyant. Le juge Morrison présidait l'audience. Un homme sévère, aux cheveux gris acier. « Nous sommes ici pour l'audience préliminaire concernant les chefs d'accusation d'agression et d'outrage au tribunal, » annonça-t-il. « Monsieur Grayson, comprenez-vous les accusations portées contre vous ?» Ethan se pencha vers le micro. « Oui, votre honneur. Je comprends qu'on m'accuse à tort à cause d'une femme qui manipule tout le monde autour d'elle. » Un murmure choqué parcourut la salle. Dean ferma les yeux, désespéré. « Monsieur Grayson, je vous en prie, taisez-vous. » La voix du juge se fit glaciale. « Monsieur Grayson, le tribunal a vu la vidéo. Il ne s'agit pas de savoir si l'incident a eu lieu, mais de déterminer votre réponse à ces faits. » Ethan esquissa un sourire forcé. « Je compte me défendre. » À l'arrière de la salle, la juge Margaret Hill restait silencieuse. Bien qu'elle ne présidât pas, sa présence suffisait à imposer le respect. Chaque fois qu'Ethan croisait son regard, un trouble passait dans ses yeux. Il pouvait affronter des avocats et des journalistes, mais pas elle. Pas la femme dont le regard perçait chaque mensonge. Richard se leva et présenta les preuves. La vidéo intégrale, les témoignages, le rapport médical, confirmant un traumatisme léger à la mâchoire de Clara. « Votre honneur, nous demandons la prolongation de l'ordonnance de protection pour la sécurité de Madame Grayson et de son enfant à naître. » Ethan répliqua d'une voix sèche. « Elle n'a pas besoin de protection. Elle va très bien. Elle exagère pour susciter la pitié. » Whitman, qui se tenait près de la porte, s'avança. « Permission de parler, votre honneur. » Les juges acquiescent. Le ton de Whitman était posé, mais autoritaire. « Nos services ont examiné tous les enregistrements. M. Grayson a ignoré 2 avertissements avant de frapper sa femme. Il a ensuite résisté à son interpellation. Nous avons aussi récupéré des messages supprimés sur son téléphone contenant des menaces envers Madame Grayson quelques jours avant l'incident. » La salle devint silencieuse. Dean parut horrifié. « Capitaine, ces messages étaient privés, pas lorsqu'ils révèlent une intention criminelle, » coupa Whitman. Les yeux d'Ethan s'enflammèrent. « C'est un piège. Vous complotez tous contre moi. Vous, elle, cette femme qui prétend être ma femme. » Le juge frappa le maillet. « Assez. »
Encore une explosion de colère et je vous déclare à nouveau en outrage. Ethan se rassit, haletant. Sa poitrine se soulevait comme celle d'un animal acculé. La salle d'audience, autrefois son terrain de domination, était devenue sa cage. Lorsque le juge annonça une pause, la tension resta lourde. Dès que les caméras cessèrent d'enregistrer, Ethan se pencha vers Clara, de l'autre côté de l'allée. Sa voix était basse, presque un grondement. « Tu crois avoir gagné parce que ta mère et ton flic de compagnie te protègent? Tu n'as aucune idée de ce que je peux encore faire. » Richard réagit aussitôt, se plaçant entre eux. « Reculez, Monsieur Grayson. » Whitman s'approcha calmement. « Monsieur, vous enfreignez l'ordonnance de protection en vous approchant d'elle. Éloignez-vous immédiatement. » Ethan ricana. « Vous allez encore m'arrêter, capitaine ?» Whitman soutint son regard sans fléchir. « Si je dois le faire, oui. » Wadzi. Les agents de sécurité escortèrent Ethan hors de la salle. Les portes se refermèrent sur ses protestations furieuses. Clara expira lentement, sans s'en rendre compte. Sa mère la rejoignit et lui prit la main. « Il perd le contrôle, » murmura Margaret. « C'est ce qui arrive quand la vérité retire le pouvoir. » Clara baissa les yeux vers ses mains, encore tremblantes. « Il n'a pas peur de perdre le pouvoir. Il a peur d'être vu sans lui. » Dehors, les journalistes attendaient encore. Ethan sortit entouré de gardes du corps, le visage fermé. Les flashs crépitèrent, les voix se chevauchant. « Monsieur Grayson, est-il vrai que le témoignage de votre femme pourrait vous envoyer en prison ?» Un commentaire pour la juge Hill? Il ne répondit pas. Mais juste avant d'entrer dans sa voiture, les caméras capturèrent une expression sur son visage, un éclat de rage dans ses yeux, le genre de regard qui promettait que le combat n'était pas terminé. À l'intérieur du tribunal, le capitaine Whitman regardait le convoi partir à travers la fenêtre. « Il ne se laissera pas faire », murmura-t-il. Margaret le rejoignit. « Alors nous ferons plus de bruit que lui. » À cet instant, tous trois, la mère, la fille et leur allié, comprirent que ce combat dépassait un simple acte de violence. Il s'agissait de démanteler des années de domination, de peur et de manipulation, pierre par pierre. Dehors, la tempête s'intensifia. Le tonnerre grondait sur la ville. Mais à l'intérieur du tribunal, quelque chose d'inébranlable venait enfin de se lever. À la fin de la semaine, le monde d'Ethan Grayson s'était transformé en une scène qui s'effondrait sous le poids des caméras et du jugement. Son nom, autrefois associé au luxe, à l'influence et au pouvoir, vivait désormais dans les gros titres de la honte. Toutes les chaînes diffusaient en boucle son éclat de colère au tribunal, son déni, son arrogance. Même les analystes économiques, qui l'avaient autrefois encensé, réclamaient maintenant sa démission. Mais Ethan refusa de disparaître en silence. Son orgueil ne le permettait pas. Il croyait que s'il pouvait encore contrôler le récit, il pouvait gagner. Alors il élabora un plan insensé et désespéré pour affronter le public lui-même. Il convoqua une conférence de presse dans le bâtiment du centre-ville de Grayson Holdings. Dean, son avocat, le supplia d'annuler. « Vous marchez droit dans la tempête », avertit-il. « Chaque question qu'ils poseront détruira ce qui reste de votre image. » Ethan lissa sa cravate, son reflet lui renvoyant son visage dans les portes d'ascenseur polies. « J'ai bâti ma carrière en gérant les tempêtes, dit-il. Celle-ci ne sera qu'une de plus. » Lorsqu'il entra dans le grand hall lumineux, le chaos le frappa comme une vague. Les caméras crépitaient, les micros se tendaient, les voix criaient son nom. Il se plaça derrière un pupitre, un grand panneau portant le logo de la société suspendu derrière lui. Le logo brillait sous les projecteurs, comme pour le narguer. « Merci d'être venu », commença-t-il avec un sourire forcé. « Je souhaite aborder les récents événements concernant ma vie privée. » Un journaliste cria avant qu'il ne puisse continuer. « Vie privée ? Monsieur Grayson, vous avez agressé votre femme dans une salle d'audience. C'est un fait public. » Odi. Il ignora la remarque, ses doigts se crispant sur le pupitre. « Les médias ont exagéré l'incident. J'ai commis une erreur, oui, mais j'étais sous une forte pression émotionnelle. Ma femme a été influencée par des personnes qui veulent ma chute. » Les appareils photo cliquetèrent frénétiquement. Une autre voix s'éleva. « Accusez-vous la juge Hill, la mère de votre épouse, d'être responsable de votre comportement ?»
La mâchoire d'Ethan se serra. Je dis simplement que les affaires familiales devraient rester privées. Au fond de la salle, un grand écran s'alluma soudainement. Quelqu'un avait connecté un flux en direct. Une confusion parcourut la foule. Le son précéda l'image. Une voix de femme, calme et assurée, retentit. C'était celle de Clara. « Privé » dit-elle dans la vidéo. Il appelle cela privé parce que c'est ainsi qu'il a toujours caché la vérité. La foule se tourna vers l'écran. La vidéo du tribunal apparut, montrant l'instant précis où Ethan levait la main et la frappait. Le son résonna dans le hall, le cri de stupeur, le coup de maillet, sa voix furieuse. Ethan se figea. Dean se précipita vers lui, chuchotant avec urgence. « Quelqu'un a piraté la diffusion, il faut couper ça. » Mais il était trop tard. La salle explosa de cris et de questions. Les journalistes hurlaient par-dessus les uns les autres. La séquence passa de nouveau, plus lente cette fois, chaque image poignardant un peu plus sa fierté. À l'étage, sur le balcon, le capitaine Whitman se tenait aux côtés de Margaret Hill. C'était lui qui avait autorisé la diffusion des images, s'assurant que la vérité atteigne chaque écran du bâtiment. Margaret resta immobile, le visage calme, les mains croisées devant elle. En bas, Ethan tenta de reprendre le contrôle. « Éteignez ça !» cria-t-il à ses employés. Sa voix se brisa. « C'est illégal, vous ne pouvez pas. » Mais personne ne bougea. La directrice de la communication de l'entreprise chuchota quelque chose à un technicien, qui hésita, puis hocha la tête. L'écran resta allumé. La vérité resta allumée. Les journalistes ne lâchaient rien. « Monsieur Grayson, niez-vous que ce soit vous sur la vidéo? Prétendez-vous toujours avoir agi sous détresse émotionnelle? Allez-vous démissionner de votre poste ?» Le contrôle d'Ethan s'effondra. « C'est une campagne de diffamation », hurla-t-il. « Vous me prenez pour le monstre, mais vous ignorez ce qu'elle a fait. » Elle, son micro s'éteignit brusquement. Dean avait tendu la main pour le débrancher. « Tais-toi, souffla-t-il, tu creuses ta propre tombe. » Mais Ethan le repoussa violemment. « Personne ne me fait taire dans mon propre bâtiment. » Il s'éloigna du pupitre, la colère montant en lui. Son image polie s'effritait complètement. Il ne ressemblait plus à un PDG, mais à un homme désespéré, prêt à se noyer dans sa propre rage. Margaret se tourna vers Whitman. « Vous devriez intervenir avant que cela n'empire. » Whitman hocha la tête et fit signe aux officiers en uniforme postés à l'entrée. Ils commencèrent à avancer vers la scène. Ethan les aperçut et éclata de rire. « Bien sûr, envoyez vos chiens de garde. Arrêtez-moi encore pour m'être défendu. C'est tout ce que vous savez faire. » Les officiers ne répondirent pas. Ils se placèrent autour de lui sans le toucher. Les flashs des caméras illuminaient le hall de reflets bleus et blancs. Margaret descendit lentement l'escalier. Chaque pas était mesuré. Lorsqu'elle atteignit le sol, la foule se tut. Même Ethan suspendit son geste. « Juge Hill, » lança un journaliste. « Est-il vrai que vous étiez présente lors de l'incident ?» La voix de Margaret était posée. « Oui, j'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux. » Un murmure parcourut la salle. Ethan serra les poings. « Vous ne devriez même pas être ici, dit-il, la voix tremblante. C'est mon entreprise. »« Non, » répondit Margaret, le regard fixe. « C'était votre entreprise. Et maintenant, c'est une scène de crime que vous avez créée. » Le silence qui suivit pesa lourd. Le public, les employés, même les journalistes, sentirent le changement. Le pouvoir venait de basculer. L'homme qui dominait les salles par sa voix se tenait maintenant encerclé, exposé. Un journaliste leva son téléphone. « Juge Hill, pensez-vous que justice sera rendue ?» Margaret hocha lentement la tête. « La justice est déjà en train d'être rendue. Parfois, la vérité à elle seule est le verdict. » La respiration d'Ethan s'accéléra. Il regarda autour de lui comme si les murs se refermaient. « Vous ne pouvez pas me détruire, » murmura-t-il. « Vous croyez avoir gagné, mais tout cela s'effacera. Les gens oublient. » Margaret tourna les talons. « Alors laissons le temps décider de qui sera oublié et de qui sera retenu. » Whitman s'avança. « Monsieur Grayson, le tribunal a émis un mandat pour un complément d'enquête concernant les messages et la manipulation financière liée au compte de votre épouse. Vous allez nous suivre. » La dernière parcelle de sang-froid d'Ethan disparut.
Il hurla tandis que les officiers l'entraînaient vers la sortie. « J'ai tout construit. Vous ne pouvez pas me prendre ce que j'ai créé. » Wall. Les caméras le suivirent jusqu'à la fermeture des portes. Dehors, la foule applaudit lorsque les voitures de police s'éloignèrent. À l'intérieur, Clara entra discrètement par une porte latérale. Sa mère la regarda avec un mélange de fierté et de tristesse. La vidéo tournait encore sur l'écran derrière elle. Clara la regarda une dernière fois, non plus avec douleur, mais avec sérénité. Margaret posa une main sur son épaule. « Tu n'as rien eu à faire, Clara. La vérité a parlé d'elle-même. » Lou, Clara acquiesce. Enfin, oui. Le bruit de la foule dehors s'éteignit. L'écran géant devint noir. Et dans ce silence soudain, la justice sembla moins une punition qu'une libération. Le lendemain de l'effondrement public d'Eton, le tribunal semblait différent. La tension qui s'accrochait autrefois à ces murs de marbre avait laissé place à une forme de calme déterminé. Les officiers se déplaçaient avec efficacité. Les avocats parlaient à voix basse, concentrés. Et au centre de tout cela, Clara se trouvait dans une chambre d'hôpital à 2 pâtés de maison de là, la main posée sur son ventre avec un geste protecteur. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement. Le bip régulier du moniteur fœtal emplissait la pièce, paisible et rassurant. Chaque pulsation sonnait comme une promesse silencieuse que la vie, fragile mais tenace, continuait malgré le chaos qui l'entourait. Le docteur Alvarez ajusta les sangles du moniteur et sourit doucement. Le rythme cardiaque du bébé est fort. « Vous allez bien, Clara. » Clara expira longuement, sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. « J'avais peur, avoua-t-elle. Après tout ce qui s'est passé au tribunal, je n'arrivais plus à dormir. J'avais peur que le stress lui fasse du mal. » Le médecin secoua la tête. « Votre tension se stabilise et le bébé va parfaitement bien. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est du repos et un sentiment de sécurité. » Sécurité. Le mot lui parut étranger. Pendant des mois, sa vie avait été gouvernée par la peur d'énerver Ethan, la peur de son emprise, la peur de ce qui arriverait si elle partait. Mais pour la première fois, elle sentait l'ombre d'une idée nouvelle, ce que pouvait être la sécurité. Sa mère entra discrètement, tenant une chemise de documents. Margaret Hill ressemblait plus à une avocate qu'à une juge ce matin-là. Sa robe avait été remplacée par un tailleur gris et son visage exprimait à la fois calme et détermination. « Bonne nouvelle », dit-elle en s'asseyant près du lit. « L'hôpital a accepté de placer une sécurité supplémentaire devant ta chambre. Tu n'auras plus à t'inquiéter qu'il essaie de s'approcher. » Les yeux de Clara s'agrandirent. Il n'oserait pas après ce qu'il a fait. Le ton de Margaret resta ferme. Il a déjà osé. Nous ne lui en laissons plus l'occasion. Len. Elle ouvrit le dossier et déploya plusieurs papiers. Voici les rapports de police officiels et la documentation médicale. Nous les déposerons ensemble. Le procureur a aussi demandé une ordonnance de non-contact étendue au-delà du tribunal. Elle couvrira toute forme de communication, appels, lettres, messages, réseaux sociaux. S'il envoie seulement quelqu'un déposer des fleurs, ce sera une violation. Clara hocha lentement la tête. Cela semble définitif. Oui. Margaret esquissa un léger sourire. Ce n'est pas définitif, c'est une protection. Le définitif, ce sera quand justice sera rendue. À ce moment-là, le capitaine Whitman entra dans la pièce. Sa présence dégageait une sérénité tranquille. Il ôta son chapeau et salua respectueusement. « Madame Grayson, juge Hill. »« Capitaine, » répondit Margaret, « vous avez des nouvelles ?»« Oui, madame. » Il posa un dossier sur la table de chevet. La procédure pour l'accusation d'agression est terminée. Le bureau du procureur avance rapidement. Ils ont aussi joint les preuves numériques issues de la caméra du tribunal et de la conférence de presse. Clara le regarda. « Cela veut dire qu'il est toujours en détention ?»« Pour l'instant, oui, » répondit Whitman. « Il est transféré dans un centre de détention en attendant sa mise en accusation. Son avocat négocie la libération sous caution, mais vu l'ordonnance de protection et la nature publique des faits, il est peu probable qu'il sorte sans condition. » Margaret croisa les doigts. « Quelles conditions ?»« Assignation à résidence, » répondit-il. «
bracelet électronique, aucune apparition publique et aucun contact avec vous. Les épaules de Clara s'affaissèrent légèrement, comme soulagées. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Pendant des années, je me suis demandé ce que ça ferait s'il n'était plus tout le temps autour de moi. Je croyais que je me sentirais seul, mais maintenant, j'ai l'impression de respirer à nouveau. » Whitman hocha la tête. « C'est souvent comme ça que commence la liberté, calme et un peu déroutante. » Le docteur Alvarez revint brièvement vérifier le moniteur. Le rythme régulier du cœur du bébé continuait de résonner dans la pièce. Whitman regarda l'écran. « Ce son, dit-il doucement, devrait rappeler à tout le monde pourquoi cette affaire compte. » Margaret esquissa un sourire. « Vous avez un côté poétique, capitaine. » Il haussa les épaules. « J'appelle ça avoir du recul. » Le silence tomba quelques instants. Dehors, une pluie fine commençait à tomber, glissant doucement sur la vitre. Clara suivit du regard les gouttes formant de petits ruisseaux argentés. Le ciel gris adoucissait les contours de la ville. Elle se tourna vers sa mère. « Tu crois que les gens croient à la vérité maintenant ? » « Ils y croient déjà, » répondit Margaret. « Les images, les témoins, les rapports médicaux, tout parle plus fort que ses excuses. L'opinion publique ne décide pas de la culpabilité, mais elle voit enfin qui il est vraiment. » Clara baissa les yeux vers ses mains. « Et moi, qui suis-je maintenant? J'ai passé des années à être Madame Ethan Grayson. C'est tout ce que les gens voyaient. » Margaret posa ses mains sur celles de sa fille. « Tu es Clara Hill, ma fille, une future mère, une survivante, et tu vas reconstruire quelque chose à partir de tout cela, quelque chose qui t'appartiendra. » Avant que Clara ne réponde, le téléphone de Whitman vibra. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Excusez-moi. » Il sortit dans le couloir pour répondre à voix basse. Quand il revint, son expression s'était durcie. C'était le service. Son équipe juridique vient de déposer une requête affirmant que l'ordonnance de protection viole ses droits constitutionnels. Margaret soupira. Évidemment, la désespérance déguisée en défense. Le cœur de Clara accéléra. Cela veut dire qu'il pourrait s'approcher de moi à nouveau? Whitman secoua la tête. Non. La requête ne suspend pas l'ordonnance. Ce ne sont que des mots. La loi reste en vigueur tant qu'un juge ne la renverse pas, et cela n'arrivera pas. Ouais. Margaret hocha lentement la tête. Il essaye maintenant de nous intimider autrement. C'est sa dernière arme. Whitman acquiesça. Exactement. C'est pourquoi je voulais confirmer personnellement que nous renforçons la surveillance autour de votre domicile et de votre lieu de travail. Les caméras de sécurité de l'hôpital seront aussi reliées à notre système. Rien ne se passera sans que mon bureau le sache. Pour la première fois, Clara esquissa un vrai sourire, faible mais sincère. « Merci, capitaine. » Il inclina la tête. « Vous ne me devez pas de remerciements, madame. Vous ne devez qu'à vous-même la paix. » Lorsqu'il quitta la pièce, Margaret resta un moment. Dehors, la pluie s'était arrêtée, laissant des traînées argentées sur la vitre. Elle se tenait debout près du lit, observant le visage de sa fille, le même visage qu'elle avait vu marqué, effrayé et silencieux quelques jours plus tôt. Maintenant, il exprimait quelque chose de nouveau, une sérénité fragile mais réelle. « Tu devrais te reposer, » dit-elle doucement. « Demain, nous verrons le procureur et finaliserons les dépôts. Ensuite, la loi prendra tout en charge. » Clara acquiesça. « Demain, » répéta-t-elle comme une promesse. Quand sa mère quitta la chambre, Clara tourna la tête vers le moniteur. Le battement régulier du cœur de son bébé emplissait l'air, constant et rassurant. Ce n'était plus seulement un son médical, c'était un rythme de vie, de persévérance, la preuve de tout ce qui avait survécu à la tempête. Elle ferma les yeux, laissant ce son l'envelopper comme un bouclier. Pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit sans peur. La semaine suivante se déroula comme une tempête lente. Chaque jour paraissait calme en surface, mais sous cette tranquillité, l'enquête avançait avec méthode et détermination. Ce qui avait commencé comme un simple acte de violence se révélait maintenant être bien plus profond. Un schéma de contrôle, de manipulation et de tromperie qui remontait à des années. Clara s'était installée temporairement chez sa mère. L'air y sentait le jasmin et les vieux livres,
un contraste paisible avec le chaos des derniers mois. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait s'asseoir près de la fenêtre et respirer sans se retourner. Mais cette paix s'accompagnait d'un certain trouble. Elle savait que le pouvoir d'Ethan ne reposait pas seulement sur sa force ou son influence, mais sur ses secrets. Un après-midi, le capitaine Whitman arriva, portant une grande boîte de preuves. Son uniforme était légèrement humide à cause de la pluie. Margaret l'accueillit à la porte, le visage calme mais attentif. « Vous avez trouvé quelque chose » dit-elle. Whitman hocha la tête. « Beaucoup de choses. Puis-je entrer ?» Ils s'installèrent dans le bureau dont les murs étaient couverts de volumes reliés en cuir et de diplômes encadrés retraçant la carrière de Margaret. Whitman ouvrit la boîte avec précaution, révélant des dossiers, des disques durs et plusieurs enveloppes scellées. « Nous avons exécuté un mandat de perquisition au siège de Grayson Holdings », expliqua-t-il. Au départ, nous cherchions des échanges liés à l'agression et à la tentative d'étouffement de l'affaire. Mais nous avons trouvé ceci. Il tendit à Margaret un petit dossier intitulé « Enregistrements internes, confidentiels ». À l'intérieur se trouvaient des photos, celles de Clara, prises à son insu dans leur maison. Chaque image portait un horodatage, la montrant seule dans la cuisine, lisant ou assise sur la terrasse. Clara se figea en les voyant. « Il m'a filmé ?» La voix de Whitman resta calme mais ferme. « Pendant au moins 8 mois, nous avons retrouvé plusieurs caméras cachées dans votre résidence, toutes connectées à un serveur privé enregistré sous l'une de ces sociétés écrans. » La main de Margaret se crispa sur les papiers. Voilà pourquoi il semblait toujours savoir où elle se trouvait, ce qu'elle faisait. La voix de Clara trembla. Il disait que c'était de l'intuition, qu'il pouvait me lire. Whitman secoua la tête. Il vous espionnait, et ce n'est pas tout. Nous avons aussi découvert des fichiers cryptés sur des transferts financiers. Il détournait de l'argent de l'entreprise vers des comptes privés ouverts à votre nom. On dirait qu'il prévoyait de vous accuser de détournement de fonds si les choses tournaient mal. Le silence tomba. La pluie tapait doucement contre la fenêtre, un contraste cruel avec la gravité de leur découverte. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Les morceaux du puzzle qu'elle avait refusé de voir s'assemblaient enfin. « Je me suis toujours demandé pourquoi ces avocats me regardaient étrangement pendant les réunions, » murmura-t-elle. « Ils me faisaient signer des papiers sans me les expliquer. Ils disaient que c'était juste pour les impôts. » Margaret referma le dossier et le posa. « C'est un abus systématique, dit-elle. Émotionnel, psychologique, financier. Ce n'est pas une explosion de colère, c'est un schéma. » Whitman acquiesça. « C'est exactement comme le procureur le décrit. Il prépare une requalification des charges. Pas seulement l'agression, mais aussi le contrôle coercitif et la fraude. » Clara s'adossa à sa chaise, épuisée. « Il ne m'avait jamais frappé avant ce jour-là au tribunal, » murmura-t-elle. « Mais maintenant je comprends qu'il n'en avait pas besoin. Il avait déjà construit une cage invisible. » Sa mère lui prit la main. « La différence, c'est que cette cage n'existe plus, et les clés sont entre nos mains. » Whitman sortit une autre enveloppe. « Nous avons aussi les dépositions de son ancienne assistante et de 2 employés. L'un d'eux affirme qu'Ethan lui a ordonné d'effacer des vidéos d'anciennes disputes entre vous deux. L'assistante a déclaré avoir démissionné après l'avoir vu lancer un verre contre un mur près de vous lors d'un événement de l'entreprise l'an dernier. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Il y avait une caméra dans cette pièce. L'équipe de sécurité avait dit que la vidéo était inutilisable. Whitman hocha la tête. Elle ne l'était pas. Il avait ordonné sa suppression, mais des fragments sont restés sur une sauvegarde. Nous les avons récupérés. La voix de Margaret resta posée. « Cela change tout. »« Oui, » répondit Whitman. « Avec ces éléments, l'accusation pourra démontrer un schéma clair d'intimidation. Cette gifle au tribunal n'était pas un élan de colère. C'était la conséquence inévitable d'années d'abus impunis. La respiration de Clara devint courte. Elle se sentait à la fois soulagée et vidée. Chaque vérité révélée la forçait à revivre ce qu'elle avait voulu oublier. Mais elle savait qu'il fallait que tout soit vu sans rien dissimuler. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Les preuves seront présentées au grand jury, » répondit Whitman.
C'est lui qui décidera de l'inculpation complète. Avec ce que nous avons, c'est presque certain. Margaret se leva et fit quelques pas, pensive. Et l'entreprise? Les actionnaires voudront des réponses. Ils ont déjà agi, répondit Whitman. Le Conseil a voté sa révocation définitive. Ses avoirs sont gelés pendant l'enquête. Son nom est devenu toxique pour les investisseurs. Pendant un long moment, personne ne parla. La justice avançait lentement, mais elle avançait. Clara rompit le silence. « Je veux témoigner, dit-elle. » Sa mère se retourna brusquement. « Clara, ce n'est pas encore nécessaire. Les preuves, je sais, » l'interrompit Clara d'une voix assurée. « Mais je veux qu'ils l'entendent de ma bouche. Pas seulement les avocats, pas seulement les vidéos. Je veux qu'ils sachent qui il était quand personne ne regardait. » Whitman lui adressa un signe respectueux. « Si vous êtes prête, le procureur sera reconnaissant de votre témoignage. Cela renforcera le dossier. » Margaret hésita, puis esquissa un sourire léger. « C'est bien, ma fille, » dit-elle doucement. Pendant que le capitaine rassemblait ses dossiers, la lumière changea dehors. La pluie s'était arrêtée et le soleil perçait enfin les nuages, projetant sur la ville des reflets pâles. Clara observa la lumière sur le pavé encore mouillé, éclatante et pure, comme si le monde commençait à se nettoyer de ses mensonges. Lorsque Whitman partit, Margaret resta un moment près de la boîte de preuves. Elle posa la main sur un dossier, ses doigts glissant le long du papier. « Il pensait que le pouvoir signifiait le contrôle, » dit-elle. « Mais un pouvoir sans vérité finit toujours ainsi. » Clara la regarda et répondit d'une voix douce mais ferme. « Alors peu, être que la vérité est le seul véritable pouvoir qui existe. » Dans le silence qui suivit, la maison sembla respirer à nouveau. Les murs, autrefois lourds de peur, paraissaient plus légers. Les caméras cachées n'étaient plus là. Les dossiers avaient été remis à la justice. Et pour la première fois, l'histoire leur appartenait entièrement. À la fin du mois, la ville tout entière avait tourné son attention vers l'affaire Ethan Grayson. Ce qui avait commencé comme un scandale domestique était devenu une catastrophe à la fois judiciaire et financière. Les camions de presse bordaient la rue devant le tribunal. Toutes les grandes chaînes diffusaient des mises à jour. L'homme qui régnait autrefois sur les salles de conseil et les gros titres se tenait désormais au bord du gouffre. L'audience de ce matin-là se tenait à huis clos, mais des fuites avaient déjà atteint toutes les rédactions. Clara, maintenant dans son 3e trimestre de grossesse, était assise calmement dans la salle des témoins, sa mère à ses côtés. Elle portait une simple robe bleu marine et un cardigan gris clair. Aucun bijou, aucun maquillage, elle n'avait pas besoin de paraître forte. La vérité lui suffisait comme force. Margaret serra doucement sa main. C'est la dernière grande audience avant le procès. Après aujourd'hui, ce sera entre les mains du jury. Clara hocha la tête, inspirant lentement. « Je suis prête. » De l'autre côté du couloir, Ethan attendait dans une salle de détention, marchant de long en large comme un animal enfermé. Son avocat, assis dans un fauteuil, semblait épuisé. Toutes les tentatives pour négocier ou supprimer des preuves avaient échoué. Les documents financiers étaient irréfutables. Les enregistrements des caméras cachées et les fichiers supprimés avaient été récupérés. La vidéo de son éclat de colère au tribunal était devenue le symbole même de l'arrogance et de la chute. Dean, son avocat, se massa les tempes. « Ethan, ils ont tout, les enregistrements, les messages, même le témoignage de votre assistante. Si vous prenez la parole, ils vous détruiront. » Ethan s'arrêta devant la vitre sombre, observant son propre reflet. « J'ai tout construit à partir de rien. Ils ne peuvent pas tout me prendre à cause d'une seule erreur. » Dean leva les yeux brusquement. « Une seule erreur ? Vous avez frappé votre femme devant tout le pays. Vous avez volé de l'argent de l'entreprise et vous l'avez espionnée. Ce n'est pas une erreur. C'est des années d'abus. » Ethan détourna le regard. Sa voix se fit basse. « Vous parlez exactement comme eux. » Junza. Pendant ce temps, dans la salle d'audience, le capitaine Whitman examinait les dernières pièces à conviction avec le procureur. Des graphiques de comptes bancaires, des transcriptions d'emails et des photos couvraient la table. Sur le projecteur s'affichaient les rapports financiers trimestriels de l'entreprise, montrant les millions disparus sous le nom d'Ethan.
Lorsque celui-ci fut escorté dans la salle, l'atmosphère changea aussitôt. Les journalistes ne pouvaient pas entrer, mais plusieurs attendaient dans le couloir, guettant le moindre son. Le juge entra, la voix ferme et neutre. Le tribunal est maintenant en session pour l'audience préliminaire de l'État contre Ethan Grayson. Le procureur se leva. Votre honneur, nous présentons de nouvelles preuves démontrant un schéma répété d'intimidation et de fraude de la part du défendeur. Cela inclut la falsification de documents d'entreprise et l'usage de dispositifs de surveillance à des fins de contrôle personnel. Le visage d'Ethan se crispa. Il fixa les papiers comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Dean lui murmura « Ne réagissez pas, restez silencieux ». Mais Ethan ne put se retenir. « C'est un mensonge », lança-t-il. « Ces fichiers appartenaient à l'entreprise. J'avais parfaitement le droit. » Les juges leva la main. « Monsieur Grayson, vous ne parlerez que si on vous y autorise. Une autre interruption et je vous ferai sortir. » Le silence retomba, puis Clara entra. La salle entière sembla se figer. Même Ethan resta immobile. Elle prêta serment et s'assit. Sa voix était calme, mais claire. « J'ai vécu avec Ethan Grayson pendant 6 ans. Je croyais qu'il m'aimait. Mais peu à peu, il a commencé à contrôler chaque aspect de ma vie, ce que je portais, qui j'appelais, quand je pouvais sortir. Je pensais que c'était de la prévenance. Plus tard, j'ai compris que c'était du contrôle. » Dean se leva pour la contre-interroger, mais Clara resta impassible. Chaque question trouva une réponse précise. Chaque mensonge d'Ethan se défaisait morceau par morceau. « Vous affirmez que votre mari était violent ?» demanda Dean. Clara le regarda droit dans les yeux. « Je dis qu'il croyait que le contrôle était une forme d'amour. Et quand j'ai cessé de me taire, il est devenu violent. » Wallu. Un silence lourd envahit la pièce, seulement troublé par le bruit du stylo du greffier. Whitman fut appelé à la barre. Il présenta les enregistrements cachés et les messages retrouvés. L'un d'eux apparut sur l'écran du projecteur. « Si tu m'humilies encore devant quelqu'un, tu le regretteras. » Le juge lut la phrase, puis leva les yeux. « Monsieur Grayson, ce message vient-il de vous ?» Ethan déglutit. « Je ne me souviens pas l'avoir envoyé. » La voix de Whitman resta posée. « Il a été tracé directement jusqu'à votre téléphone, monsieur. Vous l'avez envoyé 2 jours avant l'agression. » L'air devint plus lourd. Ethan respirait vite. Son avocat lui souffla de se taire, mais il explosa. « C'est elle qui m'a provoqué !» cria-t-il. « Elle a menti à tout le monde. Vous croyez qu'elle est innocente? Elle m'a poussé à bout exprès. » Le marteau du juge frappa le bois. « Assez, asseyez-vous, monsieur Grayson. » Cette explosion scella ce qu'il restait de son sort. Le procureur n'eut plus besoin d'ajouter un mot. Le tribunal venait encore une fois de voir la colère qui avait détruit sa vie. Plus tard dans l'après-midi, l'audience prit fin. Les charges furent officiellement renvoyées en procès complet et la liberté sous caution fut révoquée. Ethan fut conduit sans résistance. Les officiers le menèrent par une sortie latérale pour éviter les journalistes. Mais ceux-ci le virent tout de même à travers les vitres, épaules affaissées, poignets menottés, son costume froissé. Dans le couloir, Clara s'assit en silence pendant que sa mère parlait avec le procureur. Whitman s'approcha et posa un dossier sur la table. « Vous n'aurez plus besoin de témoigner, dit-il doucement. Votre déclaration d'aujourd'hui suffit. Le reste repose sur les preuves. » Clara hocha la tête. « Merci, capitaine, pour tout. » Il sourit légèrement. « Vous avez fait le plus difficile. Vous avez dit la vérité. » Lorsqu'elle quitta le tribunal, la lumière de l'après-midi filtrait à travers le toit de verre de l'atrium. Les journalistes criaient son nom, mais elle ne s'arrêta pas. Elle marcha au milieu des flashs et du vacarme jusqu'à la voiture de sa mère, garée au bord du trottoir. Dans le véhicule, Margaret se tourna vers elle. « C'est fini. » Clara secoua doucement la tête. « Pas encore, mais la fin commence. » Ce soir-là, toutes les chaînes diffusèrent les images de l'arrestation d'Ethan. L'homme qu'on voyait autrefois descendre de jet privé marchait maintenant en silence dans un couloir de commissariat. Le bandeau à l'écran annonçait « L'Empire Grayson s'effondre dans le scandale ». Au siège de Grayson Holdings, le conseil d'administration tint une réunion d'urgence. Ils votèrent à l'unanimité sa destitution définitive et décidèrent de renommer la société sous une nouvelle direction.
Le grand logo sur la façade du gratte-ciel fut démonté dans la nuit. Dans le salon de sa mère, Clara regardait le reportage. Elle ne souriait pas, elle ne pleurait pas. Elle observait simplement les images du nom Grayson retirées, morceau après morceau, du bâtiment qui avait été le monument de son orgueil. Margaret se tenait derrière elle et posa une main sur son épaule. « Tu as repris ta vie, Clara. C'est le seul empire qui compte maintenant. » Clara leva les yeux vers elle. « Il disait toujours que je n'étais rien sans son nom, mais maintenant c'est lui qui n'a plus de nom. » Les deux femmes partagèrent un silence plein de compréhension. La télévision continuait de diffuser les dernières images de la chute d'un homme. Dehors, le ciel nocturne s'étendait, vaste et libre. Pour la première fois, Clara ne se sentit pas petite sous son immensité. Elle se sentit entière. Le printemps arriva doucement, comme si la ville elle-même exhalait après un long hiver sombre. Le tribunal, autrefois empli de crises et d'agitation, reposait maintenant dans un calme apaisant. Les gros titres qui hurlaient autrefois le nom de Clara avaient disparu des premières pages, remplacés par de nouveaux scandales et des histoires plus récentes. Pour elle, ce silence n'était pas du vide, c'était la paix. 3 mois s'étaient écoulés depuis le verdict. Ethan Grayson purgeait une peine de 7 ans de prison pour agression, contrôle coercitif et fraude financière. Son empire s'était complètement effondré. La tour de verre qui portait son nom appartenait désormais à une fondation caritative, et son hall avait été rebaptisé le Centre Hill pour la justice. Clara se tenait ce matin-là dans ce même hall, un rayon de lumière douce tombant du puits de jour au-dessus d'elle. Dans ses bras dormait sa fille nouveau-née, Emma. Le bébé reposait paisiblement, ses petits doigts serrés autour du bord du chemisier de sa mère. Le son des conversations feutrées et des pas résonnait autour d'elle, alors que des bénévoles et des visiteurs circulaient dans le bâtiment. Margaret Hill se tenait à ses côtés, vêtue d'un manteau couleur crème, plutôt que de sa traditionnelle robe noire de juge. Elle paraissait rajeunie, ses yeux plus doux, ses épaules plus légères. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» dit-elle, en levant les yeux vers la nouvelle enseigne. « Voir son nom disparaître de cet endroit. » Clara esquissa un léger sourire. « Ce n'est pas étrange, c'est juste. » Un éclat de rire leur parvint depuis une salle de conférence voisine. À l'intérieur, un petit groupe de femmes était assis autour d'une grande table. Toutes avaient été victimes de violences. C'étaient les premières participantes d'un nouveau programme lancé par Clara, un réseau de soutien offrant aide juridique, accompagnement psychologique et éducation financière aux survivantes qui reconstruisaient leur vie. Elle ajusta Emma dans ses bras et se tourna vers sa mère. « Je ne pensais jamais pouvoir remettre les pieds dans un tribunal, dit-elle à voix basse. Mais maintenant, c'est différent, comme si cet endroit ne lui appartenait plus. Non. » Margaret posa doucement la main sur le bras de sa fille. Il ne lui a jamais appartenu. Il n'a fait qu'emprunter un pouvoir qui n'était pas le sien. Elles furent interrompues par l'arrivée du capitaine Whitman dans le hall. Il portait une chemise sous son bras et affichait un sourire chaleureux. « Vous êtes magnifique dans cette lumière, » dit-il. « On dirait que la justice a décidé de se montrer en plein jour. » Margaret rit légèrement. « Capitaine, je pensais que vous seriez trop occupé pour venir voir des civils. » Whitman secoua la tête. « Pas quand il s'agit d'apporter ceci. » Il tendit le dossier à Clara, les documents finaux de restitution. Les biens que le tribunal vous a attribués lors du procès civil ont été transférés. Vous êtes officiellement libéré de tout lien avec son nom ou son entreprise. Clara ouvrit lentement le dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages portant le sceau du tribunal. Chaque ligne représentait un fragment de liberté, des comptes bancaires, des propriétés, des fonds, désormais légalement à son nom. Elle leva les yeux, les larmes au bord des cils. « Alors c'est fini, vraiment fini. » Whitman hocha la tête. « Pour lui, oui. Pour vous, c'est un nouveau départ. » Ils sortirent ensemble dans la cour intérieure. La brise du matin portait le parfum léger des magnolias en fleurs provenant du parc d'en face. La ville semblait de nouveau vivante. Des musiciens jouaient à l'angle des rues, des enfants riaient près des fontaines, et pour la première fois, Clara se sentait appartenir à ce monde au lieu d'en être séparée.
Margaret s'excusa un instant pour saluer une collègue, laissant Clara et Whitman près des marches. Pendant un moment, ils observèrent ensemble la lumière danser sur les vitres du tribunal. « Vous pensez encore à lui » demanda Whitman doucement. Clara hésita. « Pas avec colère » répondit-elle. « Plus maintenant. Pendant longtemps, j'ai voulu qu'il ressente ce que j'ai ressenti, la peur, la honte. Mais aujourd'hui, je crois que l'indifférence est la véritable justice. Il ne mérite plus de place dans ma vie, même pas comme un fantôme. » Whitman acquiesça. « C'est une force qu'aucun tribunal ne peut enseigner. » Elle sourit. « Peut être que c'est une force qu'on découvre seulement après avoir tout perdu et compris ce qui compte vraiment. » Ils restèrent silencieux. Emma bougea légèrement dans son sommeil, émit un petit son, et Clara la berça doucement. Margaret revint avec 2 tasses de café. « J'espère que vous restez pour la cérémonie, dit-elle à Whitman. Il haussa un sourcil. « Cérémonie ?» Clara sourit. « L'inauguration officielle de la fondation. Je ne voulais rien de grandiose, juste quelque chose d'honnête. » 1 heure plus tard, la cour était pleine. Avocats, militants, journalistes et survivants s'étaient rassemblés sous un dais de tissu blanc. Une petite estrade avait été dressée. Margaret prit la parole la première. Son discours fut court mais puissant. Cet endroit représentait autrefois le contrôle, la peur et le silence, dit-elle. Aujourd'hui, il représente la vérité, la guérison et le courage. Ma fille m'a rappelé que la justice ne s'arrête pas au verdict. Elle commence quand les gens apprennent à vivre librement. Vie. Des applaudissements parcoururent la foule. Clara monta sur scène à son tour, tenant Emma contre elle. Sa voix tremblait un peu, puis se stabilisa. « Pendant des années, j'ai cru que mon histoire s'arrêtait le jour où je suis devenue victime, » commença-t-elle. « Mais j'ai compris que survivre n'est pas la fin d'une histoire. C'est le début. Chaque cicatrice, chaque larme, chaque nuit sans sommeil ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des preuves que j'ai survécu à quelque chose qui devait me briser et que je suis encore là. » Le silence tomba sur la foule. Même le vent semblait suspendu. « Je ne raconte pas cette histoire pour la revivre, » poursuivit-elle. « Je la raconte pour que quelqu'un, quelque part, en silence, puisse l'entendre et comprendre qu'il n'est pas seul. Vous pouvez reconstruire, vous pouvez vous relever, et la vérité, peu importe le temps qu'elle met, trouve toujours sa voie. » Ça est. Lorsqu'elle termina, les applaudissements furent doux mais intenses. Certaines femmes pleuraient, d'autres se tenaient plus droites, la tête haute. Margaret la rejoignit sur scène et embrassa son front. « Tu as fait plus que survivre, Clara, » murmura-t-elle. « Tu as transformé ta douleur en force. » Plus tard dans l'après-midi, quand la foule se dispersa, Clara s'assit sur un banc dans la cour. Emma dormait paisiblement dans sa poussette. Margaret et Whitman parlaient un peu plus loin. Le ciel était doré, la lumière se reflétant sur les vitres du tribunal. Le symbole autrefois associé à la peur brillait désormais comme un monument à la résilience. Clara regarda sa fille et sourit. « Tu ne le connaîtras jamais, » murmura-t-elle. « Tu connaîtras seulement le monde qui est venu après. » Quelques instants plus tard, Margaret l'appela. On rentre à la maison, Clara hocha la tête, se leva et poussa la poussette vers elle. Tous 3 descendirent le chemin ensemble, leurs pas calmes et assurés. À la sortie, un journaliste demanda si elle avait un dernier mot sur l'affaire. Clara se retourna brièvement. « Parfois, la justice ne consiste pas à punir, » dit-elle. « Elle consiste à faire enfin voir la vérité. » Puis elle ajouta avec un léger sourire. « Et parfois, cette vérité libère tout le monde. » Le soleil descendait lentement, baignant les marches du tribunal d'une lumière dorée. Le bruit de la ville s'estompa derrière eux. À l'intérieur du bâtiment, une nouvelle inscription gravée dans le marbre disait « La vérité n'est pas la fin, c'est le commencement de la liberté. » Et pour Clara Hill, c'était exactement ce que c'était devenu.